Il est 19 h, bonsoir à tous. Merci d'être sur la première. Ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce jeudi. Vérifier l'état des coraux, analyser l'impact sur l'environnement. Après l'installation de la tour des juges sur le site de Teahupo'o, un bureau d'études fait le bilan. La vie encore trop chère, une loi fiscale qui tarde à venir, presque un an que le gouvernement Brotherson est au pouvoir. Pourtant, la situation du pays n'a pas changé. C'est en tout cas l'avis des Polynésiens interrogés ce matin. Pour en parler, nous recevons ce soir en plateau le président du pays, Moetai Brotherson, est notre invité. Un couloir de prison transformé en un lieu d'exposition. Jusqu'au 12 avril, les détenus de Tatutu peuvent découvrir la vie de Henri Hiro, figure incontournable de la Polynésie. Un peu plus d'une semaine que la tour des juges est installée sur le site de Teahupo'o. L'heure est désormais au bilan. Quel impact sur l'environnement? Quelle est la santé du corail? Répondre à ces questions, c'est la mission du bureau d'études mandaté par le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre des JO 2024. 3 agents étaient sur le plan d'eau ce matin. Caroline Fary et Eddie Yanko les ont accompagnés. Regardez. Vaito Moana et Heiari sont tous les deux pêcheurs. Originaires de Teahupo'o, ils connaissent bien le site des futurs Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on cherche à combattre une algue favorable au développement de la ciguatera. Là, on est dans le chenal qui a été donc décidé avec les associations et les entreprises et Tuaronui. Après la levée de boucliers des associations contre les travaux relatifs à la tour des juges, il s'agit aussi de vérifier l'état des coraux. Pour l'instant, touchons du bois, il n'y a plus de dégâts de ce genre, hein, vous pourrez le constater par vous-même. Et puis on prépare aussi la réinstallation de bénitiers dans cette zone de jeunes bénitiers qui serviront ensuite de géniteurs pour participer à une forme de réensemencement du lagon, de cette partie du lagon, un peu en forme de mesure compensatoire. Tout le monde se met à l'eau, on inspecte et on tente d'arracher les algues porteuses de Gamberiscus, l'agent de la ciguatera. Si les coraux se portent bien, ils sont tout de même chargés d'algues, pourtant nécessaires aux pêcheurs. Ceux qui connaissent très bien la pêche, pour eux les algues c'est quand même important vu que les poissons il y en a qui sont à l'intérieur, que tu peux consommer, comme le tapio. Sinon il n'y a pas de dégradation vraiment du corail, tout est bon pour les JO. Oui, tout est bon. Le sujet aujourd'hui, c'est avec les 2 enquêteurs qui travaillent sur ce site, mais également en interface avec les pêcheurs, de définir des règles d'usage et de gestion de ce platier. Un nouveau repérage sera bientôt réalisé pour déterminer les zones où réimplanter des bénitiers, des mollusques qui ne devront pas être pêchés durant 5 ans pour assurer leur survie dans le lagon. Dans un mois, cela fera 1 an que le gouvernement Brotherson est à la tête du pays. 1 an pour appliquer ou initier les projets promis lors des élections territoriales. Quel est le sentiment aujourd'hui de la population? Cherté de la vie, loi fiscale qui tarde à venir, voyage à répétition, les avis sont divers mais tendent vers une même opinion. La situation du pays ne s'est pas vraiment améliorée. Reportage de David Chang et Hubert Liao. 1 an au pouvoir et aucun changement. C'est en tout cas ce que ressentent les personnes interrogées ce matin. Certains se sont fait une idée de la raison de cette situation. C'est beaucoup de déplacements de chacun des membres du gouvernement, à droite et à gauche. Il faut savoir ce que ça implique et le résultat que ça va donner. La préoccupation générale reste néanmoins le coût de la vie. Des inquiétudes exacerbées avec les difficultés du gouvernement, notamment à sortir un projet de loi de finances viable. Vous les attendiez sur quel domaine ? Sur le pouvoir d'achat, puisque ça concerne chacun d'entre nous. C'est pas très concluant à ce niveau-là. Et puis d'autres projets, la circulation. Et là, en ce moment, je vois que les choses ont changé. Il y a beaucoup de problèmes pour les gens. C'est trop cher maintenant. Le coût de la vie, une problématique que Bernard, 45 ans, 3 enfants et 3 petits-enfants connaît bien. Selon lui, les prix n'ont jamais été aussi élevés. Quand je vais au magasin maintenant, avec 5 000, je ne peux même pas remplir mon panier. Ça ne monte pas en année, ça monte par mois. Une partie des commerçants attend également beaucoup, comme Nicolas Bijoutier, une activité très liée au tourisme. 500 000 touristes et des choses comme ça, qu'il a envoyé des chiffres. C'est un peu démesuré même pour la Polynésie, mais voilà, on reste à voir et c'est sûr que nous, pour la paire, c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup plus de touristes que ce que l'on a aujourd'hui. Mais pour l'instant, après 1 an, rien du tout.
Mission ou simple balade à Singapour, le président s'est justifié en précisant avoir enchaîné 57 rendez-vous en 11 jours avec comme but trouver des investisseurs pour les projets du pays. Et nous allons justement en parler ce soir avec le président du pays, Moetai Brotherson Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes allé depuis un an en Corée du Sud, au Vanuatu, en Papouasie, également aux États-Unis, Singapour, vous venez de revenir. Vous y retournez du 21 au 25 mai. Peut-être aussi également le Japon. On vient de l'entendre dans le reportage. Si ces voyages sont peut-être prometteurs pour l'avenir de la Polynésie, est-ce que c'est pas loin de la réalité du quotidien des Polynésiens qui, pour beaucoup, ont du mal à finir leur fin de mois ? Alors d'abord, résumer un gouvernement à son seul président, je crois que c'est une vision passéiste des choses. C'est un héritage d'années où la personnification du pouvoir, la seule personne du président, c'était la mode. Un gouvernement, c'est un ensemble de ministres, chacun fait son boulot. Il y a un ministre de l'économie et des finances, il y a des ministres dans chacun des domaines. Ils n'ont pas besoin que le président soit là pour leur tenir la main pour travailler. Et le fait d'être hors du Fénois n'empêche pas de se maintenir au fait des dossiers. Il y a un petit truc qui s'appelle l'Internet qui permet de rester en liaison constante avec les dossiers. Ensuite, je crois que sur la vie de la population, en matière d'économie, il y a le ressenti, il y a les chiffres. Quand je suis arrivé, l'inflation était à 8,2%. Aujourd'hui, elle est quasi nulle. Donc, il y a une réalité mathématique aussi qu'il ne faut pas occulter. On peut avoir un ressenti, mais il faut accepter les chiffres tels qu'ils sont. Et puis, lutter contre l'inflation, oui, nous l'avons fait. Nous avons supprimé la loi dite CPS à l'époque. Ça a été critiqué par certains. C'était une promesse électorale, donc on a tenu nos promesses. Elle a eu cet effet de stopper l'inflation. Donc ça, il faut quand même le dire. Ensuite, quand j'entends notre ami bijoutier qui se pose des questions, je lui rappelle tout de même que l'année 2023 a été une année record en matière de tourisme. Donc je pense qu'il a dû améliorer ses chiffres de vente. Et l'objectif, c'est 600 000 touristes, pas 500 000, et c'est à l'horizon 10 ans. Donc on n'est pas dans du délire, on n'est pas dans des rêves fous, on est dans de la planification. Voilà. Vous avez fait 57 rencontres oui. À Singapour. Il a été question de tourisme, il a été évidemment question d'investisseurs éventuels, mais également du câble de Google. Oui. Ça vous tient à cœur, ce câble. Qu'est-ce que ça va rapporter au pays et combien ça va coûter concrètement aux Polynésiens également ? Alors, c'est ces câbles, d'abord, c'est à mettre au pluriel, puisqu'il s'agit de 5 câbles. Je vous rappelle que nous en avons 2, Honotua et Manatua. Ça, c'est les câbles qui ont été tirés par le pays avec l'aide de l'État. 5 câbles qui vont être tirés par Google, avec 0 franc de coût pour le Polynésien, et une multiplication par 50 de la bande passante disponible à l'international. Donc, je pense que c'est un projet majeur, c'est une arrivée majeure sur le Fénois que cette société Google vienne chez nous. Ça va augmenter considérablement l'attractivité numérique du Fénois. Ça va nous permettre d'attirer des investisseurs dans le domaine du numérique, de l'audiovisuel, les sociétés qui ont besoin, grosso modo, de beaucoup de transferts de data. Et Dieu sait s'il y en a. Depuis donc, l'annonce de l'arrivée de Google chez nous, je l'ai déjà dit, j'ai été contacté par d'autres grosses sociétés. Pour l'instant, on est sous le coup de ce qu'on appelle les NDA, donc je ne citerai pas de nom, mais voilà, c'est très très important pour le Fénois. Vous êtes également allé plusieurs fois en métropole. Oui. Qu'en est-il du contrat de développement État-pays ? La Calédonie l'a signé en début d'année, au mois de janvier. Alors, les calendriers ne sont pas les mêmes en Calédonie et en Polynésie. Je rappelle pour mémoire que 2021, le précédent contrat de développement avait été signé très très en retard, à telle enseigne que 2021 avait été une année blanche pour le contrat de développement. Le contrat dont il s'agit ici, nous avons pris l'acte en Conseil des ministres autorisant sa signature. Il faut que ça passe, et ça passera normalement la semaine prochaine à l'Assemblée de Polynésie, et la signature interviendra puisque nous sommes arrivés à un accord sur le format et le fond, le contenu de ce contrat avec l'État. Donc la signature interviendra dans les semaines qui viennent. Alors, adoptée, puis annulée, puis réexaminée, la loi fiscale Fédéromou, normalement, elle devrait repasser à l'étude le 11 avril. Vous avez expliqué qu'il y a 2 ou 3 points sur lesquels vous allez faire des corrections. Lesquels ? Alors, écoutez, je vais pas me prononcer à la place du ministre des Finances. Nous avons reçu, depuis l'adoption de la loi fiscale, un certain nombre d'acteurs économiques, les avocats et d'autres. Ils ont exprimé, les uns et les autres,
des remarques sur certains articles. Nous verrons la semaine prochaine si nous adoptons réellement 1 ou 2 amendements pour corriger à la marge cette loi fiscale, mais sur le fond, ça reste exactement la même loi fiscale. Alors, une question que se posent les acteurs économiques, quid des recettes fiscales déjà récoltées et des exonérations octroyées? Ça n'aura aucun impact. Aucun impact. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que votre gouvernement vit sur les programmes du Tapura? Je parle là de commandes publiques et de grands projets. Les patrons disent ne rien voir arriver. Écoutez, je pense que chacun voit midi à sa porte. Je rappelle que Jordi Chan, la semaine dernière, a rappelé les milliards qui sont inscrits au budget et qui vont être lancés en termes de chantier, donc de travaux publics. Il faut pas raconter n'importe quoi. Alors, il est beaucoup question, dans un mois, c'est les 1 an de votre gouvernement, il est beaucoup question évidemment de remaniement. Vous avez déclaré sur Radio 1 notamment que vous n'alliez pas forcément faire un remaniement, mais redistribuer des portefeuilles. Il y a certains ministres qui sont décriés depuis le début. Est-ce qu'ils vont changer de place au sein de votre gouvernement ? Écoutez, j'ai démarré aujourd'hui et ça va durer jusqu'à, on va dire, la fin de la semaine prochaine, une série d'entretiens avec mes ministres parce que j'ai envie également de les entendre, de savoir s'ils se sentent bien, s'ils ont envie de changer quelques éléments dans la gouvernance en ce qui les concerne, dans les relations qu'ils ont avec leurs collègues, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à souder une équipe et à la renforcer plutôt qu'à jeter les gens dans le feu dès lors qu'il y a d'autres gens qui s'agitent de droite et de gauche. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je ne réagis pas aux posts Facebook des uns et des autres. Je ne réagis encore moins à l'agitation frénétique de l'opposition qui a une envie d'exister absolument phénoménale et qui est prête à tous les délires. Alors, pour certains, la vieillesse est un naufrage, pour d'autres, c'est des batailles d'écous. Mais enfin bon, c'est ridicule. Alors demain, vous allez rencontrer Oscar Temaru, Anthony Géros, qu'est-ce que vous allez vous dire? Alors demain, vous présentez ça comme si c'était une rencontre exceptionnelle qui avait lieu pour la première fois. Nous avons un rendez-vous hebdomadaire pour simplement nous informer les uns et les autres de ce qui se passe à l'Assemblée, de ce qui se passe au sein du parti. On a par exemple dernièrement avec Oscar Temaru évoqué les élections européennes pour savoir si on y allait ou pas, si ça nous intéressait ou pas. Voilà, on discute des sujets normaux de la vie d'un parti politique, d'un gouvernement et d'une majorité. Donc c'est demain, on discutera très certainement du comité de majorité qui aura lieu mardi prochain et on discutera très certainement aussi de certaines orientations, de certaines attentes que peut avoir le parti, des choses qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment peut-être mises en avant ou mises en œuvre. Voilà, c'est des discussions tout à fait normales. Alors, il y a tout de même une motion de défiance qui est sur toutes les lèvres en ce moment. L'opposition dit que ça ne vient pas de sa part, que ça viendrait de votre camp, le Tavini. Il y a quand même un malaise au sein du Tavini. Il n'y a absolument aucun malaise. Je crois qu'il y a un vrai malaise au sein de l'opposition qui s'évertue. Écoutez, moi, depuis 1 an, toutes les semaines, on me dit « Je te le dis, mais ne le dis pas ». Ça vient de sources sûres. Au sein du Tavini, il y a une motion de défiance la semaine prochaine, une motion de censure, etc., etc. Depuis 1 an, je suis toujours là. J'ai toujours mon rendez-vous hebdomadaire avec Oscar Temaru. Je l'attends toujours, mais ce que j'attends encore plus, c'est la fameuse plateforme autonomiste, vous savez, ce radeau de la Méduse qu'on ne verra certainement jamais. Singapore Airlines pourrait desservir la Polynésie française. Ça fait partie d'une des annonces de votre voyage. Gaston Floss est invité sur notre plateau à Polynésie la première mardi. Il estime que c'est dangereux pour l'avenir d'ATN. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que Gaston Floss estime que, à part lui, tout est dangereux pour l'avenir de la Polynésie française, donc je n'ai pas de réel commentaire à faire. Alors, ATN enregistre 3,2 milliards de francs de pertes pour 2023. La compagnie souffre toujours, comme l'a pointé le rapport de la Chambre territoriale des comptes. Vous avez néanmoins déclaré qu'il fallait réinventer ATN. Est-ce que vous avez des pistes? Écoutez, ce n'est pas au gouvernement seul de décliner toute la stratégie et la tactique qui est à mettre en œuvre pour ATN. ATN, je le rappelle, c'est une société qui a aussi des actionnaires privés. Bon, l'actionnaire ultra majoritaire, c'est le pays. ATN a été créé avec des missions. Aujourd'hui, le contexte est différent. La concurrence n'est pas la même que celle qui existait au moment de la création de la compagnie. Les avions ne sont plus les mêmes. Enfin, tout a évolué. Je crois qu'on a passé un cycle, 10 ans, ça correspond à un cycle. Il y a très très peu de compagnies aériennes qui ont gardé la même direction pendant 10 ans. Alors justement, parlons de direction. Oui. Michel, mon voisin, serait sur le départ. Est-ce que du coup, vous avez le nom du prochain directeur d'ATN? Écoutez, moi j'ai un nom effectivement que je vais proposer. Maintenant, voilà, c'est celui que je propose. C'est un homme, une femme?
c'est forcément quelqu'un qui est actuellement membre du conseil d'administration puisque les statuts l'exigent. Et vous allez le proposer quand, ce nom ? Très bientôt. Parlons à présent, Singapour pourrait également desservir les Marquises. Ça a fait partie également de vos annonces lors de votre séjour à Singapour et pourrait aider à l'aéroport international des Marquises. Aider, c'est-à-dire financièrement, comment ça se passerait ? Alors de manière très concrète, il ne s'agit pas pour Singapour de desservir les Marquises. Nous avons rencontré l'aéroport de Changi, qui est le meilleur aéroport au monde, et donc la société qui gère cet aéroport, qui est également en charge de construire certains aéroports dans d'autres parties du monde. Nous avons rencontré sa direction, qui s'est déclarée très intéressée par l'aéroport, enfin le projet pour l'instant de l'aéroport Anuku-Hiva, et qui pourrait intervenir de deux manières, soit sur la rédaction du cahier des charges en consulting, puisqu'ils ont un savoir-faire absolument incroyable en la matière, auquel cas, s'ils participent à la rédaction du cahier des charges, ils ne peuvent évidemment pas être candidats pour la concession, ou alors se positionner pour la concession de l'aéroport après que le cahier des charges aurait été rédigé par ailleurs. Et ça, on imagine que vous en avez discuté également avec l'État ? Oui, il y a absolument rien qui n'est fait sans que l'État en soit informé. Nous étions accompagnés sur toutes les rencontres institutionnelles par l'ambassadrice de France à Singapour. Ce déplacement à Singapour, j'en ai parlé au président de la République lors de notre première rencontre, juste après le déplacement en Corée. Donc voilà, ça se fait en bonne intelligence avec l'État. Merci beaucoup, Moetai Brotherson. C'est moi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Direction Moorea, l'heure est au bilan pour le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Réduire les addictions, accompagner la jeunesse, prévenir les violences intrafamiliales, améliorer l'aide aux victimes, garantir la tranquillité publique sont ses priorités. Ce matin, lors de l'Assemblée générale, il était donc question des progrès et des défis réalisés en 2023. Hugo Taveitei, coordinateur du Conseil, est au micro de Nohaura Rurua. Ce qui a été difficile pour nous, c'est le comportement des gens, de la population, face à la réglementation. Donc on a beaucoup de difficultés au niveau des violences intrafamiliales, on a beaucoup de difficultés au niveau de la délinquance juvénile, des difficultés également au niveau de la sécurité routière, parce que les gens ne respectent pas le code de la route, ne respectent pas les règles. Donc là, nous, on a du mal à changer les mentalités, les comportements des gens, et ça, c'est difficile. Et une des futures priorités pour 2024, l'installation de vidéoprotection sur toute l'île Sœur. Et une des futures priorités pour 2024, l'installation de vidéoprotection meubles. 4 tonnes de déchets ont été ramassés ce matin par l'association Mama Natura du côté de Verei à Punaouia. 12 bénévoles sur place pour faire le travail, mais aussi pour montrer l'exemple et faire réagir les autorités. Il s'agit du 18e ramassage depuis le début de l'année. L'incivilité est malheureusement toujours d'actualité. Adeline Yvon, présidente de l'association, est au micro de David Chang. C'est un dépotoir qui est connu évidemment de la commune de Punaouia parce que l'année dernière ils étaient déjà venus dépolluer ici avec leur agent. Et il faut savoir que ce site appartient au pays. Donc là effectivement je vais me rapprocher du pays pour leur informer de cette situation dramatique parce qu'il faut quand même savoir que juste à côté tu as la rivière. Donc je ne sais pas si tu as pu voir, il y a déjà des batteries dans la rivière, des pneus, du plastique. Donc il faut vraiment trouver une solution et réagir et vite. Hiro, fou ou visionnaire, c'est le thème de l'exposition organisée en mars par la Maison de la Culture pour le 80e anniversaire de cette figure polynésienne incontournable. Depuis lundi, elle est délocalisée au centre de détention de Tatoutou. Dans le couloir d'accès au parloir et à l'infirmerie, les détenus peuvent découvrir 23 panneaux retraçant sa vie. Une balade instructive. Reportage Kaline Liénard et Marcel Bonneau. Ici, c'est l'antichambre de l'infirmerie et du parloir de la prison de Tatoutou, une salle d'attente souvent vide, un couloir de prison transformé en musée le temps d'une exposition. Au gré des panneaux, les détenus découvrent la vie d'un homme d'exception. Auparavant, j'avais vu des émissions à la télé qui disaient qu'il avait fait le collège de Punaouia et parler plus de la culture maori, pour apprendre aux nouvelles générations et tout. J'ai que ça de connaissance de lui, mais je trouve ce qu'il fait, c'est bien pour promouvoir la langue polynésienne et les cultures et les danses et tout.
Henri Hiro, homme de lettres, poète, instigateur du cinéma polynésien, à travers sa lettre la plus célèbre, « Je ne comprendrai jamais », l'homme dénonce la période des essais nucléaires. Son engagement pour la défense du peuple maori est sans faille. Je ne connais pas Henri Hiro, mais j'avais juste entendu que c'est un homme qui est mort et je ne sais pas si c'est un grand monsieur qu'on doit savoir comment il est. Parce qu'ils n'ont pas ce privilège de connaître l'histoire de Henri Hiro. Et je pense qu'à travers ces moyens, ça les permettra de connaître son histoire, ce qu'il avait fait et ce qu'il laisse surtout pour les générations à venir. Ce libre penseur refusait d'être enfermé dans une pensée unique. Ironie du sort, aujourd'hui sa vie est retracée entre 4 murs, mais cette exposition de 10 jours reste une fenêtre ouverte sur la Polynésie pour des hommes privés un temps de liberté. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce jeudi, vérifier l'état des coraux, analyser l'impact sur l'environnement. Après l'installation de la tour des juges sur Teahupo'o, un bureau d'études fait le bilan. Plus de dégâts selon les experts qui surveillent néanmoins la ciguatera et préparent la réimplantation de bénitiers. À la une de votre quotidien demain, gestion au fil de l'eau au royaume des Lagons. 2 séries au programme de votre soirée, Queen Sugar, suivi de Cobra. Et vous aurez le plaisir de retrouver Chiquita Darouzès qui sera aux commandes de votre journal tout au long du week-end. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.